Bonjour tout le monde, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie professeur Bilkhadir ainsi que docteur Ben Abed pour leur invitation, pour l'organisation de ce 12e colloque international sur le diabète et la nutrition. Dans cette session de diabétologie, il m'a été accordé de parler d'un sujet très intéressant en émergence sur la question: peut-on arrêter la progression du diabète de type 1? Selon les dernières données de la Fédération internationale du diabète de type 1, c'est une prévalence qui est de plus en plus importante, avec un chiffre de 43,3 mille cas par an au Maroc. Ce diabète peut commencer par un simple syndrome polyrolipsyque avec une perte de poids et une polyphagie. Chez les enfants, ils deviennent susceptibles aux infections, ils peuvent installer des troubles de comportement, des anomalies de croissance. Et les parents, aujourd'hui, ils sont de plus en plus veillants. Et donc, on assiste à des diagnostics plus précoces du diabète de type 1 avec des hémoglobines glycées qui ne sont pas très élevées. Ce scénario de découverte peut être compliqué par une décompensation acidocétosique, une acidose très sévère mettant en jeu le pronostic vital avec un séjour en réanimation. Ce tableau de découverte, il est vécu comme un tsunami par la famille, par les patients et le rayon d'espoir pour eux. Et la question qui peut se poser: est-ce qu'on peut guérir cette pathologie diabétique? Est-ce qu'on peut arrêter la progression du diabète de type 1? Pour parler de l'arrêt de la progression, il faut d'abord aborder le début de la maladie. Le début de la maladie diabétique, il commence par une susceptibilité génétique, par la présence de gènes HLA-DR3-4. La présence de cas dans la famille augmente le risque fois 15, et sur cette fragilité génétique surajoutent les facteurs environnementaux qui vont déclencher une auto-immunité contre les cellules bêta-pancréatiques, entraînant leur destruction et une insulinopénie qui va s'aggraver au fil du temps. Avant, on parlait de 4 stades du diabète de type 1. Aujourd'hui, on est plus sur 3 stades. Le premier, c'est des patients qui sont asymptomatiques, en normoglycémie, mais une auto-immunité qui est présente. Le deuxième stade, c'est des patients qui sont toujours asymptomatiques, mais qui commencent à détruire leurs cellules bêta-pancréatiques et à installer une dysglycémie, que ce soit une hyperglycémie à jeun ou une hémoglobine glycée élevée. Et le stade 3, c'est des patients où la destruction pancréatique elle est de plus en plus sévère, avec entraînant une insulinopénie avec une hyperglycémie. Déjà, l'immunopathogénie du diabète de type 1, elle commence par la présentation d'auto-antigènes par les cellules bêta-pancréatiques ou cellules présentatrices d'antigènes. Et à partir de ces cellules, on a la stimulation de l'immunité, que ce soit humorale dans le principal médiateur qui est le lymphocyte B, ou l'immunité cellulaire qui est représentée par les lymphocytes T type 1, type 17 ou les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, pour arrêter la progression du diabète de type 1, il faut agir sur l'immunopathogénie et lutter contre l'immunité. Et l'immunothérapie dans le diabète de type 1, c'est pas récent comme on peut le prédire, il a une histoire. Depuis les années 80, il y avait l'utilisation de la cyclosporine comme un traitement immunodéprimant. Est-ce qu'il peut agir sur l'immunopathogénie du diabète de type 1? Les résultats étaient rassurants, mais en contrepartie de nombreux effets secondaires et un échappement à long terme. En 2011, on essayait d'injecter le vaccin anti-GAD pour voir est-ce qu'il y avait un effet sur l'arrêt de la progression de la maladie, mais malheureusement, il n'y avait aucun effet sur la progression du diabète de type 1. Avec ces résultats décevants, on s'est dit pourquoi pas proposer une immunothérapie ciblée contre l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Et pour l'immunité humorale, on utilise l'anti-CD20, ce qu'on appelle le rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20. Il est utilisé par nos collègues de rhumatologie ou de médecine interne dans le traitement des maladies hématologiques, incluant malignes, le lymphome hodgkinien, les leucémies lymphocytaires chroniques, parce qu'il cause une dégradation des cellules B. Et l'utilisation de cette immunothérapie chez les diabétiques de type 1 a été utilisée dans plusieurs études, dont une RCT menée par l'équipe de Pescovitz contre un placebo, incluant 87 patients diabétiques de type 1 qui ont reçu plusieurs perfusions de rituximab. Et au cours de l'année de l'étude, il y avait une préservation partielle des cellules bêta-pancréatiques qui va être représentée quand même ici par un peptide C qui reste détectable par rapport au groupe contrôle, mais qui n'est pas normal
normal par rapport aux patients non diabétiques. Et bien sûr, en reflet, une hémoglobine glyquée qui reste stable, parallèle au groupe contrôle, meilleur par rapport au groupe contrôle, mais qui est moins meilleur par rapport au patient qui est non diabétique. Et donc, il y avait une amélioration du peptide C, oui, une suppression des anticorps anti-insuline, mais aucun effet sur les anticorps anti-GAD, les IVO ou les ANT8. Et bien sûr, puisque c'est une immunothérapie immunodéprimante, il y avait la résurgence d'infection. Donc, après l'immunité humorale, pourquoi pas utiliser une immunothérapie ciblée vers l'immunité cellulaire? Il y avait un panel de traitements, que ce soit les co-stimulateurs inhibiteurs cellulaires lymphocytés, l'association anti-interleukine 21 et la liraglutide et les anti-CD3. Les co-stimulateurs inhibiteurs des lymphocytés, ou ce qu'on appelle l'abatacept, qui est une protéine de fusion d'immunoglobuline, il est utilisé dans des pathologies auto-immunes telles la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose systémique. Et il a comme un effet, un effet sélectif sur les lymphocytes cytotoxiques avec une inhibition de leur activation précoce et leur prolifération en lymphocytes cytotoxiques. Et en utilisant cette immunothérapie par les grandes études, l'équipe d'Orban a mené une RCT double-blind multicentrique contre un placebo chez des patients diabétiques de type 1 récemment diagnostiqués et dont l'âge varie entre 6 ans jusqu'à 45 ans. Donc, pour ces patients, on utilisait la patacète à une dose de 10 mg par jour pendant sous forme de plusieurs perfusions pendant 2 ans. Et là, vous allez voir avec moi qu'il y a une préservation de cellules bêta-pancréatiques avec un peptide C qui est détectable, mais là, il y a un déclin du peptide C avec une perte d'efficacité à long terme. Et c'était le constat des auteurs qu'il y a une amélioration, oui, certes, par rapport au groupe contrôle, mais cette amélioration n'était pas très significative et qui est perdue au fil de temps. On s'est dit pourquoi la monothérapie elle est inefficace à court terme, pourquoi pas les associer et viser une immunomodulation qui est plus légère et durable. Et on a pensé à associer les anti-interleukine 21 associés à des analogues de GLP-1, type la liraglutide. On sait que sur le mécanisme physiopathologique, l'interleukine 21, il joue un rôle dans le pathomécanisme du diabète de type 1 en conduisant les lymphocytes vers le site pancréatique pour détruire les cellules bêta-pancréatiques et bien sûr et assurer une insulopénie. Et la liraglutide, elle a bien prouvé son efficacité dans la préservation des cellules bêta chez le diabétique de type 2. Et en étudiant cette association chez les diabétiques de type 1, il y avait une RCT menée par l'équipe de HAAT, phase 2, incluant des patients diabétiques de type 1 récemment diagnostiqués, c'est-à-dire stade 3, âgés de plus de 18 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, ils étaient stratifiés sur 4 groupes. Un groupe placebo, un groupe où ils ont été traités par les anti-interleukine 21 uniquement, un groupe par liraglutide uniquement, et puis le 4e groupe en associant la liraglutide aux interleukines 21. Donc, vous allez voir ici avec moi que la préservation du peptide C, il était bien meilleur dans le groupe combiné par rapport aux autres groupes, que ce soit le placebo ou le traitement unique par la liraglutide ou par l'interleukine 21. Donc, est-ce que il y avait un effet sur la préservation de la sécrétion de l'insuline endogène, oui, avec une amélioration de l'hyperglycémie à jeun, de la glycémie postprandielle, mais il n'y avait pas une amélioration significative sur les épisodes d'hypoglycémie ou l'hémoglobine glyquée pendant l'année du traitement. Et parmi les immunothérapies les plus prometteuses chez le diabétique de type 1, c'est les anti-CD3. C'est des anticorps monoclonaux qui vont se fixer sur le récepteur CD3 TCR des lymphocytes et donc ils vont conduire à leur arrêt de signalisation, une inactivation vers des cellules T effectrices. Les molécules les plus utilisées chez le diabétique de type 1, c'est le teplizumab et l'otélixumab. Et ce qui est nouveau comme breaking news, c'est que le teplizumab a été approuvé par des US FDA comme l'immunothérapie qui est validée chez le diabétique de type 1, qui peut ralentir la progression de cette pathologie chez les patients diabétiques de type 1 âgés de plus de 8 ans. Pardon. Et après cette approbation par la FDA, les recommandations de l'Association américaine du diabète 2023 ont été mises à jour plus récemment, ça fait une dizaine de jours.
Et ils ont changé la section 3 qui parlait de la prévention du diabète de type 1 et de ses comorbidités. Et maintenant, on parle plus sur la prévention du diabète de façon générale en incluant la teplizumab comme une pathologie, comme une immunothérapie à proposer chez les patients diabétiques de type 1 qui peut modifier leur immunopathogénie et arrêter la progression de cette entité. Bien sûr, cette reconnaissance par les grandes guidelines américaines a été basée sur des évidences cliniques d'une vingtaine d'années. Et pour les patients stade 3 symptomatiques, j'ai choisi pour vous la Protégé Trial, qui est une étude randomisée, double aveugle, contre un placebo qui a duré pendant 2 ans, incluant 500 patients diabétiques de type 1 qui ont été traités par la teplizumab. Et là, vous allez voir avec moi à gauche qu'il y avait une amélioration, qu'il y avait quand même une amélioration de l'hémoglobine glyquée, que les besoins insuliniques ont diminué et que la préservation des cellules bêta-pancréatiques a été assurée dans le groupe teplizumab par rapport au groupe placebo avec quand même une bonne réponse chez les jeunes diabétiques âgés de 8 ans jusqu'à l'âge de 17 ans par rapport aux patients de plus de 18 ans. Donc maintenant, c'est pour les patients qui sont symptomatiques, âgés, symptomatiques bien sûr, stade 3. Qu'en est-il des patients présymptomatiques stade 2? Et l'équipe de Herold à utiliser le teplizumab chez les patients non diabétiques, mais qui avaient un risque très élevé de développer un diabète, qui ont des anticorps positifs et avec une preuve qui sent et une dysglycémie. Et vous allez voir avec moi qu'il y avait quand même un effet positif de la teplizumab chez cette population par rapport au placebo. Surtout, il y avait des bons répondeurs chez des patients qui avaient moins d'anticorps négatifs et si l'HLA DR3 elle est absente et l'HLA DR4 est présente. De ce fait, avec ces résultats positifs chez les patients présymptomatiques stade 2, l'Association américaine du diabète a changé aussi sa section 2 pour, bien sûr, recommander un early diagnosis pour le diabète de type 1 quand même pour que ces patients peuvent bénéficier d'immunothérapie à base de la teplizumab. Toute cette immunothérapie, bien sûr, il y a aussi, elle est prometteuse, mais il y a aussi la transplantation par les cellules souches mésenchymateuses qui a fait l'objet de plusieurs essais cliniques. Avant, on parlait d'origine cellules hématopoïétique. Maintenant, on est plus sur les cellules adipeuses, l'os, le sang périphérique, le cordon ombilical. La particularité de ces cellules souches mésenchymateuses, c'est qu'ils sont hypoimmunogènes, n'exprimant ainsi n'exprimant ainsi aucune co-stimulation et donc une allogreffe peut se faire sans conditionnement. Les résultats dans la littérature chez les diabétiques de type 1, elle est controverse entre une efficacité et une insulino-dépendance et une diminution des besoins insuliniques et je laisse à mes collègues de Marrakech nous présenter leur expérience sur la transplantation des cellules souches mésenchymateuses. Donc, pour l'immunothérapie, quand et comment? D'ailleurs, pour le premier stade, c'est très difficile parce que c'est des patients asymptomatiques et il faut les diagnostiquer très tôt et avoir des outils pour les diagnostiquer à un stade asymptomatique. Pour les patients présymptomatiques cliniques, mais qui gardent quand même une dysglycémie biologique, avec des anticorps positifs, il y a aussi la part de la teplizumab et c'est la transplantation des cellules souches. Et la plupart des études par les différentes molécules ont été menées chez les patients symptomatiques stade 3, mais l'efficacité reste toujours à court terme. Parce que l'immunothérapie chez les diabétiques de type 1 n'est pas facile. Déjà au premier stade, au stade où on peut sauver les cellules pancréatiques, il n'y a pas de diagnostic en feu. Donc, on peut proposer de faire un diagnostic précoce chez les patients à risque susceptibles génétiquement. Ils ont des cas dans la famille de diabète de type 1. Le stade 2, oui, mais il y a le commencement de début de destruction des cellules bêta et l'immunothérapie a prouvé son efficacité juste à court terme, mais on n'a pas assez de recul avec le teplizumab qui vient d'être approuvé par la FDA de l'américaine. Et bien sûr, au stade 3, et c'est le stade où on reçoit la plupart de nos patients, vous allez voir quand même que la destruction des cellules bêta, elle est très importante et qu'on est plus sur une médecine de régénération et de transplantation.
Oui, on peut arrêter, on peut espérer d'arrêter le diabète de type 1, mais il faut garder les pieds sur terre. C'est des patients qu'on reçoit avec une variabilité glycémique très importante. C'est des glycémies qui varient de 4 grammes jusqu'à 0,70. Il faut arrêter la progression des complications du diabète de type 1. Il faut offrir un ajustement thérapeutique et une éducation personnalisée. N'oubliez pas une approche psychosociale. Il faut toujours aborder le patient diabétique et pourquoi pas offrir un dispositif qui peut assurer une stabilité glycémique avec des besoins insuliniques corrects par la boucle fermée. Et je laisse à ma chère maître, professeur Hanal Tarj, de vous présenter notre expérience du service avec la boucle fermée chez les diabétiques de type 1. Et je vous remercie.